Allez, à toi de jouer, Franck. Euh, J'espère d'ici 20 minutes, vous saurez un peu de quoi il s'agit. Donc RioBlood, c'est un projet qui est donc un des projets étendards qui mouille à peu près une dizaine d'équipes de recherche du site montpelliérain. Et puis on a également un industriel, c'est Oriba. Et puis on a une équipe qui n'est pas de Montpellier, qui est de Lyon, parce qu'elle nous apportait une expertise sur une certaine pathologie des globules rouges et de la microcirculation qui n'était pas présente. Allô, allô, qui n'était pas présente à Montpellier. Et c'est un projet que je pilote, et en fait on est trois, je le pilote, et il y a également deux personnes qui sont absolument indispensables pour que le projet fonctionne. C'est Simon Madès, qui est quelque part par là-haut, et puis Malou Kapkarian. Ils sont indispensables parce qu'ils sont chacun en charge d'une des deux plateformes que l'on développe dans le cadre de RioBlood. Et je vais revenir à ça dans quelques secondes. Ah ah, c'est intéressant. La techno. Donc RioBlood, ça a à voir avec le sang. Donc le sang, c'est quelque chose d'extrêmement complexe et on s'est jugé depuis le début pas assez intelligent pour prendre le sang dans toute sa complexité. Donc on a écarté tout ce qui est biologie du sang. Tout ce qui est biochimie, on l'a écarté d'emblée. Et on va regarder le sang comme une suspension très dense d'un liquide, le plasma en gros, qui est un fluide qui n'est pas très très compliqué, qui est en gros newtonien, dans lequel se baladent énormément de cellules, des globules rouges pour la plupart. Alors quand on dit qu'il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup, il y en a entre 4 et 5 millions par millimètre cube de sang, donc c'est vraiment beaucoup. Et si on regarde un écoulement de sang dans un canal de 50 microns, on voit que c'est un vrai bazar. Tout ça, là, c'est sur des globules rouges qui interagissent les uns avec les autres, qui roulent les uns sur les autres, qui se déforment, qui se redéforment, qui vont interagir plus ou moins avec les parois. Enfin, c'est vraiment un gros bazar. Et donc, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la manière dont le sang coule? Eh bien, c'est parce que je pense que vous êtes tous convaincus que le sang, c'est quelque chose d'assez important. La manière dont il s'écoule va conditionner l'efficacité avec laquelle il va être capable d'amener l'oxygène et les nutriments qui vont faire fonctionner tous nos tissus, tous nos organes. Et puis, il y a pas mal de... On sait, il y a une très très forte corrélation entre beaucoup de pathologies cardiovasculaires et la manière dont le sang coule. Par exemple, l'apparition d'une sténose, un rétrécissement dans une artère, est lié à l'hémodynamique, la mécanique des fluides du sang. Le risque de rupture d'un anévrisme également est lié à ça. Et puis, d'un point de vue plus ingénierie, si on imagine construire, optimiser des systèmes qui manipulent le sang, comme un cœur artificiel ou des valves cardiaques ou que sais-je, évidemment, on ne peut pas faire ça si on ne comprend pas comment le sang coule. Et pour comprendre comment le sang coule, il faut être capable de décrire de manière assez raisonnable le lien qu'il y a entre les déformations, les vitesses de déformation auxquelles sont soumis un échantillon de sang et les forces internes que cela va générer, les contraintes internes que le sang va générer en retour. Et donc ça, c'est tout l'objet de la rhéologie et de l'hémoréologie plus particulièrement. Alors, la rhéologie, c'est une vieille science, un des paradigmes très très classiques, c'est de mettre un échantillon de fluide dans un système cône-plan. Donc vous avez une plaque qui est fixe en bas, qui est plane, au-dessus de laquelle on fait tourner un cône. Donc on génère en fait un cisaillement, un champ de vitesse moyen entre ces deux objets solides, et puis on mesure par ailleurs la contrainte, la force, l'effort que l'on doit appliquer sur la partie supérieure pour maintenir l'écoulement, et on fait le rapport entre la contrainte et le cisaillement, donc cette pente-là, et on dit que ça, c'est la viscosité. En fait, c'est la définition de la viscosité. Et c'est en utilisant ce paradigme-là que les données actuellement encore utilisées, qui font toujours référence sur le sang, ont été obtenues. Donc ça, c'est des courbes, c'est des résultats très très connus de Chin dans les années 70, qui montrent que la viscosité du sang diminue lorsque l'on augmente le taux de cisaillement auquel que l'on soumet au sang. Donc ça, c'est parfait, sauf que c'est pas parfait. C'est même faux, entre guillemets. Alors pourquoi il y a des problèmes avec ça? C'est parce que si on regarde un fluide complexe, comme le sang par exemple, eh bien il n'y a aucune raison de penser que le profil de vitesse entre les deux parois va aller de 0 à la vitesse supérieure de manière linéaire. Il peut y avoir des effets de glissement, il peut y avoir des profils de vitesse qui ne sont pas linéaires, mais par contre, c'est bien ce que l'on suppose à chaque fois que l'on utilise ce type de rhéomètre.
On suppose que le profil de vitesse est linéaire, mais il n'est vraiment pas linéaire. Il peut vraiment être très très fortement non linéaire en fait. Donc ça veut dire que si on veut vraiment avoir une information quantitative fiable sur la viscosité du sang, il faut non seulement mesurer la viscosité, comme on fait habituellement, mais il faut avoir aussi une indication, une mesure sur le profil de vitesse qui s'établit en pratique dans le système rhéométrique. Et puis le sang, c'est une suspension de globules rouges, comme je l'ai déjà indiqué, ce qui fait qu'en pratique, dans l'entrefer entre les deux parois, on peut avoir des zones qui sont chargées en globules rouges, qui sont très denses en globules rouges, et des zones qui sont, pour des parois typiquement, dans lesquelles il n'y a pas de globules rouges. Et clairement, la viscosité caractéristique de cette zone va être très différente de la viscosité caractéristique de cette autre zone. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en plus de la vitesse, il faut avoir accès à une donnée un petit peu locale sur l'hématocrit, sur la concentration volumique en globules rouges, dans le système de mesure que l'on utilise pour avoir la viscosité. Puis il y a une troisième difficulté, c'est que pour un fluide simple, la viscosité, ça dit à peu près tout sur le comportement rhéologique du fluide. Pour un fluide qui est viscoélastique, et aussi pour les suspensions, donc le sang s'accumule tout ça, en fait, la viscosité, ça ne suffit pas. Il y a deux autres fonctions viscométriques qui sont importantes, qu'on appelle les différences de contraintes normales, et pour lesquelles il faut mettre en place des mesures spécifiques, et c'est une des choses qu'on veut faire dans Rhéoblone. Donc tout ça pour dire que tout ça, ça n'a pas été fait. On est convaincu qu'il faut le faire, mais ça n'a jamais été fait en fait. Rhéoblode se propose de le faire. Alors la conséquence de ça, c'est que ce que l'on pense être vrai pour le sang, potentiellement n'est pas vrai. Et on a un bel exemple de ça. Comme je l'ai déjà dit, la viscosité du sang en fait diminue lorsque l'on augmente le taux de cisaillement, et ça, il y a tout un tas de papiers dans la littérature qui expliquent que ouais, c'est logique, parce que vous comprenez, quand on cisaille le sang de manière plus forte, les globules rouges vont avoir tendance à s'allonger. Ça, c'est ce qu'on observe dans les mesures de Fischer dans les années 80. Les globules rouges ont tendance à s'allonger, à s'aligner avec la direction du cisaillement, et donc les couches de sang glissent mieux les unes par rapport aux autres, la viscosité effective baisse. Très bien. Sauf que ces expériences-là de Fischer ont été reprises il y a 3 ans à peu près par l'équipe de Manouk Apkarian, CBS, et il a trouvé plutôt ces genres de formes-là, des trilobes. La différence entre ces deux expériences, c'est qu'ici, pour des raisons expérimentales, de pratique expérimentale, le fluide à l'extérieur du globule rouge était très visqueux. Manouk, lui, Apkarian, il a voulu regarder les globules rouges dans un environnement plus physiologique, donc il a mis à l'extérieur un fluide qui est moins visqueux que l'intérieur du globule rouge. Et il a obtenu ces formes-là. Alors, c'était un petit peu tempête sous un crâne, il a tout vérifié 15 fois, il a vraiment voulu être certain que ce n'était pas juste un artefact de mesure. Il était en train juste de dire que les 40 dernières années, les gens se trompaient, donc il a voulu s'y prendre à 2 fois. Et un des arguments très forts qui a permis ensuite de publier ce beau résultat, c'était d'observer que par la simulation numérique, Simon Madez, avec le code dont je parlerai dans un moment, a retrouvé exactement le même type de comportement en fonction que l'on utilise un fluide visqueux ou moins visqueux à l'extérieur du globule rouge. Donc c'est clairement pas un artefact expérimental, parce que la simulation le retrouve. Donc c'est vraiment ça. Conclusion, le fluide est rhéofluidifiant, il a une viscosité moindre lorsque l'on tire plus dessus, mais on ne sait pas du tout pourquoi. Donc avec tout ça, les objectifs de Rhéoblode, c'était de mieux comprendre les liens entre la dynamique des globules rouges, l'hétérogénéité de l'hématocrit, et puis le comportement global du sang. Et puis de manière un peu plus générale, c'est mettre en place des méthodes et obtenir des données un petit peu caractéristiques qui permettent de comprendre comment le sang coule et éventuellement faire les premiers pas vers qu'est-ce qui se passe lorsque le sang il est plus normal, il est un peu pathologique. Alors pour faire ça, on avait basé le projet sur 2 jambes, une plateforme expérimentale et une plateforme numérique. Donc Manouk, qui s'occupe plus particulièrement de la partie expérimentale, est au CBS. Donc l'objectif là, c'est de reprendre complètement les mesures rhéologiques qui ont été faites jusqu'à présent, mais d'intégrer des estimations de la vitesse, de l'hématocrit locale et des mesures des différences de contraintes normales, comme je l'ai déjà indiqué. Et le paradigme, un petit peu, la méthode de base sur laquelle il a décidé de partir, c'est une technique qui s'appelle FCS en anglais, c'est la spectroscopie de corrélation de fluorescence, qui est une technique qui est utilisée depuis pas mal de temps pour caractériser les phénomènes de transport dans les milieux fluides, notamment mesurer des quantités comme des coefficients de diffusion.
Donc là, l'idée, c'est d'adapter ça pour obtenir une information sur l'hématocrit, sur la concentration en globules rouges. Donc le principe, c'est qu'il y a une zone qui est éclairée par un laser. On récupère le signal de fluorescence associé à cette zone illuminée. Et si on imagine, donc on récupère ce type de signal, en imaginant que le signal de fluorescence va être différent suivant que l'on est à l'extérieur ou à l'intérieur des globules rouges, en post-processant ce type de signal et en regardant les fluctuations associées, on doit pouvoir remonter à la concentration en globules rouges à cet endroit-là. Et puis pour avoir accès à la vitesse, en même temps qu'à l'hématocrit, eh bien on se base, Manouk compte se baser sur un papier un peu plus récent de ce groupe-là, dans lequel ils ont montré qu'en mettant non pas une zone éclairée, mais deux zones éclairées dont on connaît parfaitement la distance de séparation, eh bien, en analysant le signal de corrélation entre ces deux zones, on peut remonter à la vitesse et également à l'orientation de la vitesse de la zone de mesure. Et puis si donc on a un système, on imagine qu'on a un système optique qui est capable de faire ça, avec un système microfluidique que l'on est capable de déplacer de manière tout à fait contrôlée, eh bien on peut fabriquer exactement ce que l'on voulait au départ, c'est-à-dire avoir un profil en fonction de la position de l'hématocrit et en même temps de la vitesse du fluide. Et donc on compléterait complètement les données de mesure de viscosité. Le petit problème technique supplémentaire pour nous, c'est qu'on veut faire ça dans un environnement qui est capable de mesurer de la viscosité. Donc ça s'appelle un rhéomètre, ça pèse une bonne cinquantaine de kilos, et il faut contrôler son déplacement avec une précision micrométrique. Il ne faut pas que ça vibre, tout ça. Donc il y a 2-3 petits problèmes techniques à régler, évidemment, pour faire ça. Et donc il y a eu beaucoup de discussions avec des fabricants de ces systèmes-là, également pour s'assurer qu'il y aurait la place, en pratique, de venir mettre dans leur système la partie optique pour venir voir ce qui se passe dans l'échantillon. Donc il y a eu beaucoup de discussions qui ont mené à une première MAPA infructueuse cet été. Donc il y a eu rediscussion pour comprendre pourquoi ça n'avait pas pu fonctionner. Et donc là maintenant il y a un appel d'offres qui est, donc c'est plus une MAPA parce qu'on a monté en division, on va faire un appel d'offres qui devrait, j'espère, partir bientôt. Donc c'est long, mais bon, ce sont des choses qui n'ont juste jamais été faites avant, donc bah oui, ça prend du temps. Alors en parallèle de tout ça, il y a eu pas mal de travaux effectués sur des manips beaucoup plus simples à mettre en place, et ça c'est notamment grâce à l'apport de deux postdocs, Lucas Lanotte et Viviana Claveria, et puis un stagiaire, Oscar, donc certains sont dans la salle, qui ont regardé des systèmes microfluidiques, alors par exemple des canaux courbés comme ça c'est notamment intéressant pour regarder la dynamique, comment la zone chargée en globules rouges que vous voyez ici va se mélanger ou pas avec une zone qui ne serait pas chargée en globules rouges juste au-dessus et en fonction du nombre de cycles que l'écoulement aura vu. Et puis il y a d'autres systèmes microfluidiques qui ont été regardés, comme des réseaux comme ça plus complexes. Je vous ai parlé de mesures de contraintes normales, donc ça demande des capteurs nouveaux qui n'existent pas, qui sont adaptables au système rhéométrique que j'ai présenté tout à l'heure. Et donc ça, c'est un travail qui a été initié par Benoît Charlot, et on compte que bientôt ça va aboutir, donc qui va nous permettre de mesurer avec assez de précision la pression en différents endroits dans le système Cône-Plan, de manière à avoir accès aux différences de contraintes normales. Et puis il y a des travaux très intéressants sur les instabilités hydrodynamiques d'écoulement de sang. Alors là, c'est un jet, on peut imaginer qu'il va être instable. C'est un travail notamment de Domenico Trousseau-Lillo au L2C. Alors lui, il a regardé plus particulièrement dans un système, une cellule de LHO, donc c'est un système entre deux plaques très proches, qui est rempli d'un fluide visqueux, donc ce serait le sang. Et puis on vient injecter au centre un fluide qui est moins visqueux, ce serait le plasma, le sang sans globules rouges. Et puis l'interface, on peut la regarder évoluer, elle a tendance à faire des doigts comme ça, et on peut relier les doigts à ce que l'on appelle la tension interfaciale, ou tension de surface. La tension de surface, vous connaissez tout ça, là, par exemple entre l'air et l'eau, la tension de surface, c'est ce qui permet aux moustiques de marcher sur l'eau et de venir nous piquer après. Donc c'est assez désagréable, mais c'est évidemment très indispensable pour imaginer, prévoir quelle va être la dynamique entre la zone chargée en globules rouges et la zone qui n'est pas chargée en globules rouges. Donc si on veut être capable de modéliser ça, il faut avoir une donnée, par exemple, sur la tension interfaciale. Et il y a un résultat assez fort de Domenico qui montre qu'effectivement, il y a une tension interfaciale qui existe.
elle scale en hématocrit à la puissance 4, ça par contre on ne sait pas vraiment pourquoi, mais c'est comme ça, et les mesures sont assez reproductibles. C'est des données faibles, donc par rapport à la tension de surface entre l'air et l'eau par exemple, mais n'empêche qu'il y a vraiment cette donnée-là qui existe. Ok, donc ça c'était pour un peu la partie expérimentale, donc on attend un peu qu'avance cette grosse manip, cette grosse plateforme, mais on progresse tous les jours. Et puis donc il y a le pendant de ça, qui est la partie simulation, donc qui est piloté plus par Simon Madez. Et donc là, on se base sur un code de calcul qui s'appelle YesStudio, qu'on développe à l'IMAC depuis 2010 à peu près. Donc il y a pas mal de détails sur le site. C'est quelque chose qui est déjà un code de calcul donc, qui est dédié à la simulation des écoulements de sang, qui a été beaucoup utilisé et validé sur des applications macroscopiques à l'échelle de l'organe. Ça par exemple, c'est l'écoulement à l'intérieur d'un cœur humain. Ou à l'échelle microscopique où on s'intéresse à une cellule, à un globule rouge. Et ça, donc, c'est un film qui montre comment la simulation retrouve la structure trilobée observée dans le groupe de Manouk. Donc il y a eu tout un tas d'applications. Si vous êtes curieux et que vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir sur le site de l'Académie des sciences. Là, il y a une présentation de cet outil il y a quelques 5-6 mois qui a été filmée, donc vous aurez plus de détails à cet endroit. Donc l'objectif au niveau de Reoblood, c'était de passer du cas bien maîtrisé aujourd'hui dans la simulation avec une cellule, à un cas comme ça, où il y a beaucoup de cellules, où on peut regarder comment elles interagissent entre elles et comment, globalement, elles ont un effet qui conduit à une certaine viscosité du sang. Alors, ce passage-là, il n'est pas indolore. En fait, il nécessitait de reprendre, de réfléchir complètement sur la structure de données, la manière dont les membranes des globules rouges sont représentées dans les simulations, dans le code de calcul, d'optimiser le parallélisme, hein, c'est-à-dire qu'on a accès à travers MUSE par exemple, ou à travers le CINES à des supercalculateurs qui sont avec beaucoup de processeurs, mais il faut les utiliser de manière efficace, il ne faut pas qu'il y ait un processeur qui se tourne les pouces pendant que d'autres travaillent. Donc tout ce travail-là, en fait, il a été fait grâce à un postdoc qui est également dans la salle, hein, qui a été recruté spécifiquement pour ça, c'est Dorian Midou, qui a fait tout un tas d'optimisation, de réécriture de code, et qui fait beaucoup de diagnostics encore aujourd'hui. Par exemple, là, je vous montre ce qu'on appelle le scaling faible. Donc, si on imagine qu'on a fait un calcul avec un certain nombre de processeurs, ici c'est 28 processeurs pour un problème d'une certaine taille, avec un certain nombre de globules rouges, une certaine taille de domaine. La question qu'on se pose, c'est si je double, par exemple, si je double, ou si je triple, ou si je quadruple la taille du problème, mais si je me donne si j'ai accès à 2 fois, 3 fois ou 4 fois plus de processeurs. Dans un monde réel, dans un monde idéal, je vais mettre le même temps de calcul, parce que j'ai un travail plus gros à faire, mais j'ai accès à d'autant plus de ressources informatiques. Et donc ce que l'on regarde, ce qu'il mesure là, c'est qu'on fait cet exercice, ça c'est l'idéal, et puis à chaque fois qu'on est au-dessus, ça veut dire qu'on a mis un peu plus de temps que l'idéal nous l'aurait dit. Donc là, ce qu'on montre cette courbe, c'est que sur cet exemple-là, on passe à peu près 20% de temps de plus que le temps idéal. Bon, 20% c'est pas rien, mais c'est pas non plus rédhibitoire, donc on peut travailler effectivement. Et donc ça veut dire qu'on est capable de faire des simulations maintenant multiglobules. Donc ça, c'est le premier exemple qui a été fait. C'est l'exemple le plus gros qui passe avec le code de calcul avant le travail spécifique fait dans Reoblood. Il y a 80 globules dans un canal tout droit, avec une hématocrite qui n'est pas irréaliste pour la microcirculation. Et donc grâce au travail qui a été fait par Dorian, notamment, on est capable... Alors le film est beaucoup moins bien, hein, parce que le calcul a terminé, je pense, samedi, le film a été fait dimanche après-midi, et on est lundi soir. Donc il y a moyen d'améliorer un petit peu le film. Le calcul est juste au démarrage, là, mais ça montre qu'on est capable de faire une simulation. Là-dedans, il y a 450 globules, approximativement. Donc le canal est 2 fois plus gros et une section 4 fois plus grande que ce que j'ai montré avant. Donc ça va tourner en quelques jours. Donc ça veut dire qu'on est capable de faire ce genre de simulation. Et donc là, on est à 450. L'objectif affiché dans Reoblood, c'était de monter à 200, 300 globules rouges. Donc on a atteint l'objectif, pour cette question-là, on a atteint l'objectif de la fin de Reoblood. Évidemment qu'on est capable de faire ça, puisque YesStudio est capable de prendre assez naturellement les géométries complexes, on peut s'intéresser à ce qui se passe lorsqu'on envoie des globules rouges sur une bifurcation. Quels sont ceux qui vont à droite, quels sont ceux qui vont à gauche, en fonction des débits, de la section de passage, etc. Alors en fait, Dorian, on n'arrête plus maintenant, donc il a initialisé un calcul avec 5000 globules rouges, qui n'est pas encore démarré, parce qu'avant de le lancer, on veut juste s'assurer que le code de calcul ne gâche pas des heures de calcul pour rien. Hein. Mais voilà, ça, on est capable de mettre en place ce calcul-là. C'était juste exclu il y a 1 an, quoi, ou même 6 mois.
Et puis avec à peu près 1000 globules rouges, on peut imaginer faire ce genre de choses. Ça, c'est une photo d'un papier très récent du groupe de Bakshi aux USA, qui est un des groupes les plus avancés dans le domaine. Donc là, c'est comment dire, une petite zone de microcirculation. Vous avez des artérioles qui se divisent en des artérioles plus petites, puis là, on va jusqu'au niveau des capillaires. Et là-dedans, il y a à peu près 1 millier de globules rouges qui vont se balader, qui vont se déformer, qui vont prendre des chemins à droite, à gauche. Et donc ça, aujourd'hui, en fait, on est capable de le faire. Ok, donc pour finir, donc il y a deux plateformes qui sont en cours de mise en place, une plateforme expérimentale, une numérique, qui, bon, pour alimenter un corpus de données et de méthodes. Et en fait, ce dont on peut s'apercevoir en regardant, en surfant un petit peu sur Internet, c'est qu'il y a une nouvelle direction de recherche en fait, qui a été vraiment poussée par Rioblod. C'est l'hémophysique. C'est utiliser des techniques issues de la physique ou de la simulation numérique avancée pour étudier le sang. Et assez curieusement, ça n'avait pas été trop fait avant parce que le sang avait été étudié essentiellement par des biologistes. Et donc ça veut dire que Montpellier a une situation un petit peu particulière dans ce domaine-là. Et pour asseoir cette situation, on a décidé de mettre en place une première école internationale en hémophysique qui s'appelle MPhys. Donc la première édition aura lieu au mois de mai prochain à l'Amphigénopolis, là à côté d'ici. Donc on a 7 conférenciers de très haut niveau qui ont accepté de venir pour faire cours pendant 3 jours. Et on a donc un site web et puis on a une superbe affiche qui a été designée par Manu Kapkarian, qui a plein de ressources. Donc les différentes personnes qui vont venir parler, les thématiques qui vont être abordées. Il y aura également une visite chez Oriba pendant une après-midi qui va être prévue. Et donc pour cette première édition, on a décidé de se focaliser plus sur la microcirculation, les micro-écoulements avec du sang. Et je vous remercie.